Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Nouvelle semaine, un nouveau challenge, un nouveau défi à relever. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous retrouvons encore sur les plateaux de LCF et sur les ondes de City FM 89.9 MHz pour votre émission Toc 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 qui est en direct également sur le www.lcftogo.com partout dans le monde entier. Ce matin, nous recevons comme d'habitude deux confrères en studio pour décrypter l'actualité de ces dernières heures ici au Togo et aussi en Afrique. Le premier comme pour nom, Marc Aboflan, il est le patron du site de formation elitedafrique.com. Bonjour Marc. Bonjour Junior et bonjour à LCF et à CTFM. Notre second invité, on l'appelle Firmin Teko Agbo. Bonjour Firmin. Bonjour Junior Menounia, merci de m'avoir invité. Grand chroniqueur, donc merci à Firmin d'être là encore ce matin. Dans la deuxième partie, nous aurons comme invité un avocat, il est aussi leader d'opinion, son nom, Jean Yaovi Degli, il est le président de Bâtir le Togo. Il viendra nous faire ses observations sur l'organisation des élections en Afrique et aussi se prononcera sur les sujets d'actualité. Mesdames, Messieurs, avant toute chose, comme on le fait habituellement, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 5 septembre 2016, nous demeurons par le quotidien privé Liberté. Liberté titre à sa une « Enquête esclavage des temps modernes dans les pays du Golfe. Agents de placement, escrocs, patrons véreux des Togolais maltraités en Arabie Saoudite. Partis pour des travaux domestiques, plusieurs Togolais combattent pour les différentes factions en Syrie. Henri Gaperi mène les recettes du pays vers des abîmes. Les charges du personnel et de fonctionnement atteignent 33% des recettes contre les 3% prescrits par le cabinet Crown Agents. Divisé autour de la fête traditionnelle Adossa Gadao, le chef spirituel des musulmans interpelle le ministre Agadazi. Football CAN 2017, le Togo se qualifie en signant une manita. Togo Matin dans les caisses également titre qualification CAN 2017, nous irons à Libreville. Dossier, obsèques onéreux, combien coûtent nos chers défunts. Politique, sécession au quart. Le dilemme de Jean Kissi, diplomatie. 6e rencontre du CDR Kardiatalo Ndiaye décortique. L'aide publique au développement édito, Sacré Pierre. Et enfin, dans les caisses avec nous ce matin, le correcteur. Face à la frilosité et l'obsession de Faure Gnassingbé pour l'organisation du sommet de l'UA sur la sécurité maritime à Lomé, une opportunité pour pousser le Togo aux réformes politiques. Pénurie d'engrais, vie chère, conditions anecdotiques, misère des paysans, le Togo, une république des intimes qui gâte tout. Scandale et bagarre généralisée dans un baraque palimé. Le président du tribunal, le chef d'escadron de la gendarmerie et le chef d'agence de la TDE agressent sauvagement un inspecteur de l'éducation. Éliminatoire CAN Gabon 2017, les éperviers du Togo qualifiés. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux de ce lundi 5 septembre. On va observer le jingle et la première partie de l'émission va démarrer. Retour en studio avec le confrère Marc Aboflan et Firmin Teko Agbo. Nous allons parler d'abord de football. Qualification miraculeuse du Togo pour la CAN 2017 au Gabon. Les éperviers du Togo, mal classés 3e avant la dernière journée, les qualifications pour la CAN Gabon 2017 dans leur poule sont parvenus miraculeusement à obtenir leur ticket pour la fête du football africain en janvier prochain. Toutes les équations ont été résolues. On peut dire tout haut ce matin que Dieu est togolais. Marc Aboflan. Oui, comme vous le dites, c'est véritablement un miracle, mais un miracle aussi qui est le résultat en fait du travail
de groupe qu'a fait tout le staff des éperviers, qu'ont fait les éperviers eux-mêmes, parce que vous savez, depuis le départ donc de l'ancien coach Tom Saint-Fit avec l'arrivée donc de Claude Leroy, le nid des éperviers semble avoir retrouvé une sérénité, et cette sérénité, je pense, a payé. Et au bout de 2 matchs, Claude Leroy, quoi qu'on dise, est un sorcier blanc, a réussi à nous faire qualifier pour la CAN. On ne peut que se féliciter nous-mêmes d'abord en tant que Togolais, mais féliciter aussi tout le travail des éperviers, parce qu'on n'a pas connu toutes les petites caprices généralement qu'on connaît aux éperviers en début, en fin de match. Tout est allé pour le mieux. Il y a une organisation aussi de qualité qui a suivi les éperviers, donc qui nous a permis de décrocher au forceps ce ticket pour la CAN 2017 au Gabon. Alors il faut signaler que pour que le Togo se qualifie, il nous fallait espérer une défaite ou un nul du Cap-Vert face à la Libye. Le Cap-Vert a perdu 0-1. Espérer une défaite du Bénin face au Mali. Le Bénin a perdu lourdement 5-2. Il nous fallait également une victoire de la RDC contre la Centrafrique. La RDC a gagné. Et avec tout ça, il fallait que le Togo aussi gagne lourdement le Djibouti. Le Togo a gagné. Mais décidément, la baraka était du côté du Togo. Oui, comme vous l'avez dit, Junior Menounia, vous l'avez dit en début d'émission que Dieu est togolais. Et je peux l'affirmer aussi que Dieu est togolais parce que bon, les chances étaient un peu réduites vis-à-vis de tout ce qui se passait à l'époque. Et aujourd'hui, le Togo est qualifié, c'est une très bonne chose. C'est un but, c'est extraordinaire. Mais un article de Republic of Togo m'intéresse. Le Republic of Togo a dit que le miracle s'est produit avec une équipe bien organisée, bien soudée, avec une bonne persistance des joueurs sur le terrain. Je pense que c'est une très bonne chose. L'équipe a été bien soudée. On a vu un travail formidable de toute l'équipe, un travail formidable aussi de Cheyi. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu Cheyi Adeba, le capitaine des Éperviers, se donner à fond dans de tels matchs. Hier, il a fait 3 passes décisives. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, Cheyi a dit quelque chose aussi dans une de ses interviews. Il a dit que cela a été rendu possible grâce au conseil de Claude Leroy, le coach. Je pense que Marc Abelfond l'a dit, Claude Leroy, c'est un sorcier, il a su prouver une fois encore cela. Mais ce qui m'intéresse souvent, moi, c'est l'après-l'acte qui m'intéresse. L'acte même, au fait, n'est pas le problème, mais c'est l'après-l'acte. Comment on va arriver à gérer cette victoire? Comment on va arriver à gérer cette qualification? On va parler, mais laisse-nous encore savourer un peu d'abord. Marc Abelfond, Fimete quoi, Agouo le disait tout à l'heure, l'homme du match hier, c'était sans doute Emmanuel Cheyi Adebayor. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi je l'aime, je l'appelle président. Qu'on l'aime ou on l'aime pas, Adebayor a émerveillé hier. Même sans club, le monsieur a joué avec tout son cœur en délivrant 3 passes décisives. Impressionnant tout de même. Vous savez, c'est le Adebayor que les Togolais aiment qu'on a retrouvé hier sur le terrain. Ce n'est pas l'Adebayor qui fait de la polémique sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas Adebayor qui soutient des candidats à la présidentielle. Ce n'est pas ce Adebayor-là que les Togolais aiment. Les Togolais aiment voir Adebayor Cheyi se mouiller à fond sur les terrains du Togo. Et c'est ce que Adebayor Cheyi a fait hier. Je pense, comme le dit tout à l'heure Firmin, c'était l'homme du match. Il s'est donné à fond. Et c'est ça aussi qu'on attend d'un capitaine. On attend qu'il mouille le maillot. On attend qu'il montre l'exemple. Et il était au four et au moulin hier. Il était tantôt dans la défense, tantôt à l'offensive. Il a tout donné justement pour que le Togo puisse gagner ce match. Et donc je pense que c'est de bonne guerre parce que quoi qu'on dise, Adebayor est un ténor indiscutable de notre équipe nationale aujourd'hui. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, moi je dis, moi Adebayor que j'aime, c'est celui-là que j'ai vu sur le terrain hier. Et je pense que s'il peut garder ce cap, parce que quoi qu'on dise, Adebayor est en fin de carrière, et il n'a pas encore... Il n'a plus beaucoup de temps à jouer. Donc ce sera un bonheur pour nous de le retrouver à cette CAN. Et je veux souligner que tout va dépendre aussi de l'organisation, parce que si l'équipe de la FTF actuellement maintient ce cap-là, côté organisationnel, et qu'on va à la CAN, pas comme les autres CAN où on a connu avec tous les problèmes logistiques que vous connaissez déjà, mais si on va à une CAN avec cette organisation-là, je pense qu'on peut s'attendre quand même à un meilleur résultat côté épervier. Je veux souligner que tout a été parfait autour de ce match, que ce soit l'organisation, que ce soit l'habillement. Remarquez, nous n'avons pas vu comme nous en avions l'habitude des éperviers qui jouent et qui ont leur maillot déchiré en cours de match. Et donc, pas des boubous, des maillots de forme de mawa qu'on a vu aussi, contre Uganda ici. Reprises. Cette fois-ci, Sergio Sport a fait ses équipements et hier, c'était très joli, très beau de voir les éperviers. Alors, on a vu la victoire du Togo, le Togo a gagné, le Togo est qualifié, mais derrière cette victoire, il y a un homme, Claude Leroy, le sorcier, qui, après l'équipe, quand on était 3e, quand on était vraiment désespéré, il a réussi à faire un nul vraiment décisif contre le Libéria. On était mené à 2-0, on a égalisé à 2-2. Hier,
On s'est imposé 5-0. Et ça fait c'est la 9e fois que Côte d'Ivoire qualifie un pays pour la CAN, donc un 6e pays différent. Claude Leroy, on l'appelle sorcier blanc parce qu'il a vraiment prouvé quand il a été sélectionné au Cameroun, en RDC. On a vu tout ce qu'il a eu à abattre comme travail à l'époque. Et avec cette expérience, vous savez, l'âge permet d'avoir ou d'acquérir un certain nombre d'expériences. Et c'est ce que Claude Leroy est en train de prouver avec l'histoire, avec les éperviers du Togo. Et moi, j'ai foi que si aujourd'hui, on arrive à avoir une équipe bien soudée, une équipe qui écoute son entraîneur, son coach, une équipe qui ne se livre pas au caprice, je pense que le Togo va faire mouche à la prochaine CAN. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de gagner aujourd'hui. On va dire que le roi il a fait un travail formidable et puis à l'avenir, quand on voit toutes les bêtises possibles, on peut avoir aussi un bon entraîneur, mais si on a des joueurs qui ne sont pas disciplinés, je pense qu'on va avoir tous les problèmes du monde. Claude Leroy fait un travail formidable, mais l'important aujourd'hui, c'est que les dirigeants et les joueurs l'accompagnent dans son travail. Je sais pas si vous... Et c'est pour ça peut-être que je veux souligner que moi je ne vois pas seulement Claude Leroy derrière ce qui s'est produit hier au stade de Kégué, mais je veux voir le colonel Akpovi. C'est ça, j'avais une question par rapport à ça. Que dire du travail du nouveau bureau de la FTF conduite par le colonel Akpovi aujourd'hui? Non, mais c'est un travail formidable. Vous savez, c'est une équipe qui a posé des pas rassurants dès le début. Vous savez, la dernière fois même, l'équipe a fait un congrès ordinaire, ce qui, en tout cas dans les annales de la FTF, voilà. Et donc, cette équipe fait un travail de qualité. Je pense que c'est cette équipe qui a tenu quand même à faire venir au Togo un coach de qualité parce que depuis un certain temps, c'est le chef de l'État. Nous étions abonnés. Qui a surpris tout le monde à faire venir Claude Leroy. Il avait son schéma à part. Oui, mais il a fait avec le nouveau bureau. Il fallait quand même. Quand vous suivez ce nouveau bureau dans cette démarche, même que ce soit côté organisation, côté logistique, côté communication, vous sentez qu'il y a une envie de bien faire. Vous sentez qu'il y a cette volonté-là de mettre à un certain firmament l'équipe nationale. On sent vraiment un nouvel élan. Le nouvel élan promis aujourd'hui est une réalité. Et c'est en ça que je veux dire que ce nouvel élan-là doit être maintenu parce que c'est maintenant qu'on aura besoin. Vous savez, il y a eu depuis un certain temps, nous avons perdu foi dans les éperviers. Les gens n'avaient plus envie de suivre les matchs des éperviers. Remarquez comment le stade de Kégué était pratiquement vide hier. Mais avec ce nouvel élan-là qui est en train de s'imprimer, j'ai l'impression que ça va redonner envie aux Togolais de suivre les éperviers. Ça va redonner envie aux Togolais d'avoir cette fièvre-là à chaque fois que les éperviers ont un match. Nous y reviendrons dans la semaine. Mercredi, sûrement, on va consacrer l'émission à la qualification des éperviers. On aura peut-être des acteurs du football ici en studio. On va parler largement. Timette quoi, pas tout le football. On va passer à un sujet qui l'intéresse plutôt. On va parler de la sécurité maritime. L'organisation va à grands pas parce que lentement mais sûrement. Le Togo prépare donc le sommet extraordinaire sur la sécurité maritime et sur le développement. Le visage de notre capitale change au fur et à mesure où les jours passent. Je pense que c'est une très bonne chose. Moi, quand j'apprends qu'on va organiser des sommets internationaux au Togo, moi, je m'en réjouis particulièrement parce que c'est une très bonne nouvelle pour l'économie du Togo. Parce que moi, j'analyse les choses de façon très banale sur le plan économique. Vous savez, quand des gens viennent au Togo, c'est-à-dire ils vont dépenser, ils vont consommer, et l'État aussi indirectement prend sa part. Donc, moi, c'est une bonne chose parce qu'il y aura des centaines de personnes qui viendront, il y aura des journalistes, il y aura des experts, ils vont loger dans des hôtels. C'est une très bonne chose. Ils vont consommer, ils vont visiter les lieux touristiques du Togo, ils vont aller au grand marché, peut-être ils vont circuler sur toute l'étendue du territoire national. C'est une très bonne chose. Mais l'important aujourd'hui, c'est qu'il faut se poser beaucoup de questions. La première question que je me pose, pourquoi on voit assez de forces de sécurité ou assez d'agents de sécurité dans les rues de Lomé? Parce que c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a eu des choses qu'on ne maîtrise pas? Justement, j'allais revenir à cette question. Quand vous prenez au niveau du boulevard, déjà, vous allez ce matin, à niveau du boulevard, vous allez voir les forces de l'ordre qui quadrillent la zone jusqu'à la mairie centrale, le CASEP, toute cette zone-là est une zone sécurisée. Et selon le moment, moi j'ai été victime, on vous pose des questions, on vous dit de retourner, il faut des discussions, montrer son passeport, la carte d'identité, il faut vraiment convaincre avant qu'on vous laisse même aller. Même les populations riveraines se plaignent. Nous sommes à un mois et demi du sommet, si déjà la zone est aussi sécurisée, quand sera une semaine, qu'en sera-t-il? Il faut qu'on communique vraiment par rapport à ça, ce qui se passe réellement. Le problème du Togo, c'est qu'on communique moins. Par exemple, quand vous rentrez à la maison, vous allez voir des agents de sécurité, des policiers circuler et vous poser des questions, vous demandent vos cartes d'identité et tout ça. Donc, il faut qu'on nous explique un certain nombre de choses par rapport à ça. La deuxième chose, c'est sur le plan économique.
Le Togo va trouver l'argent où pour organiser cela. On a dit que c'est un sommet panafricain, c'est l'Union africaine qui l'organise. Est-ce que c'est l'Union africaine qui va financer l'intégralité du sommet ou c'est le Togo? Ou est-ce qu'on parle de co-organisation? Oui, mais on sait aussi que le budget du Togo, il y avait un collectif budgétaire l'année passée à cause de ce sommet. Donc, je pense qu'il y avait environ 5 milliards. Peut-être que Marie Bouffon nous dira plus. Oui, maintenant, il faut qu'on nous dise exactement où est-ce qu'on est en train de trouver de l'argent pour l'organiser. C'est fondamental. C'est ça, il y a eu un collectif budgétaire l'année passée. Il y a eu un collectif budgétaire. Mais est-ce que cela va suffire? Combien l'Union africaine met dedans? Il faut qu'on le sache aussi. Parce que, à ce que je sache, l'Union africaine n'a pas assez de moyens pour financer ce sommet. Je vous dis simplement, si vous permettez. Je me rappelle que le budget de l'Union africaine en 2011 s'élevait à 260 millions de dollars. Et cet argent ne sert qu'à payer les fonctionnaires de l'Union africaine. Quand on parle de fonctionnaires, ils sont au nombre de 3000. Maintenant, pour financer, pour évoluer dans le cours de l'année, pour financer les autres projets, il faut que l'Union africaine tende la main vers l'extérieur. L'Union européenne, la Chine, les États-Unis. Vous imaginez. Donc, il faut qu'on nous éclaircisse un certain nombre de zones d'ombre. Sinon, où est-ce qu'on trouve l'argent? Moi, c'est le fondamental. Parce que l'Union africaine n'a pas d'argent. Est-ce que c'est le Togo qui va prendre tout en charge? Vous parlez de collectif budgétaire, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on nous explique exactement ce que le Togo met dedans, ce que le Togo gagne, et pour qu'on puisse évoluer. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans le vide. Je pense, nous avons enquêté sur cette question de financement même du sommet il y a quelques mois. Et c'était après donc ce collectif budgétaire-là qui a été fait à l'Assemblée par l'ancien ministre des Finances, Ayassor, où il était question de 5,7 milliards que le Togo devait débourser donc, dans l'organisation de ce sommet. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a, en termes de budget dégagé, une certaine opacité autour du budget, en tout cas de ce sommet-là aujourd'hui. C'est ça qui est dommage, parce que là, aujourd'hui, ce sont les cabinets étrangers qui, pour la plupart, prennent en charge l'organisation de ce sommet. L'Union africaine a déjà dit à plusieurs reprises au Togo qu'elle n'avait pas les moyens, en tout cas, pour injecter dans l'organisation de ce courrier. Vous venez de l'expliquer, l'Union africaine dépend essentiellement de l'Union européenne en termes de budget. Donc, l'Union africaine n'a pas les moyens. Donc, c'est le Togo qui prend sur elle d'organiser ce sommet. Moi, je veux bien croire que c'est parce que le Togo estime qu'il aura des retombées financières à la suite de ce sommet. Parce que, comme vous venez de l'expliquer, quand vous avez 3000 personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent chez vous, c'est quand même beaucoup de retombées que font les hôtels, que font les différentes entreprises, et donc que l'État peut d'une manière ou d'une autre retirer en termes d'impôts. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'il y a cette opacité-là donc que nous déplorons aujourd'hui en termes de finances sur le sommet. Remarquez même, on ne communique pas assez parce que la zone aujourd'hui qui est bouclée, ce n'est pas seulement les participants qui vont venir là-bas, ce ne sont pas seulement les hôtels, il y a des populations qui vivent dans ces zones-là. On doit pouvoir communiquer pour les informer quand même de cette situation. Il est vrai que vu même la menace de sécurité qui plane aujourd'hui sur toute l'Afrique de l'Ouest avec Daesh et ses ailes AQMI partout, il y a lieu quand même de déployer cette armada-là pour assurer un peu les différents partenaires qui vont venir, surtout que le chef de l'État a pris l'engagement récemment de faire venir le maximum de chefs de l'État possible donc à Lomé pour signer la charte de Lomé. En même temps, c'est frère les populations riveraines et aussi les clients du Radisson Blu, ceux qui vont à la mairie centrale, ceux qui vont parler au CASEF, tout ça là, c'est un peu compliqué. Ça devrait effrayer. C'est pourquoi aujourd'hui même, vous savez, même la communication autour de ce sommet-là, vous ne savez pas réellement qui s'en occupe parce que entre-temps vous voyez des médias internationaux qui ont commencé par faire de la communication autour du sommet, alors qu'à Lomé, les populations riveraines qui ont besoin justement d'être informées sur les différentes mesures prises pour savoir en fait quelles mesures prendre le temps du sommet pour ne pas être embêtées par rapport à leurs activités, sont finalement très peu informées par rapport à ce qui se passe. Non. Direction Gabon, le sommet ça s'organise, on y reviendra, on va revenir à plusieurs reprises avant qu'on attende la date du 11 octobre. On va aller au Gabon donc pour parler de la situation qui prévaut dans ce pays depuis mercredi dernier. Donc hier, la tension a plus ou moins baissé un peu, il n'y a pas eu trop de violence hier, mais les gens sont toujours à la maison. D'ailleurs, l'opposition appelle aujourd'hui la population a resté toujours à la maison pendant que le Premier ministre invitait les gens à reprendre le boulot. L'opposition demande de rester à la maison, de boycotter l'administration du reste, de faire à la limite une journée ville morte pour ainsi mettre la pression sur Ali Bongo que l'opposition accuse d'avoir
perpétré un hold-up électoral. Tout d'abord, nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des blessés, près d'1 millier de personnes arrêtées au Gabon. C'est des situations difficiles. Nous leur disons simplement que nous sommes avec eux. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réaction de Jean Ping. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais lui, c'est Jean Ping. Si nous sommes aujourd'hui à ce stade, Jean Ping est en partie responsable. Parce que Qu'est-ce qu'il a fait? Jean Ping, c'est lui qui a aidé à construire ce système-là aujourd'hui. Et ce système-là aujourd'hui se retourne contre lui. Jean-Pierre a travaillé longtemps avec le papa Bongo. Et Jean-Pierre a travaillé aussi avec le jeune Bongo. Seuls les imbéciles ne changent pas. Oui, il est en train de changer. Il a changé. Il a changé. Ce qui veut dire simplement, quand Dieu vous donne la possibilité de gérer un pan du pouvoir à un moment donné, vous avez aussi la possibilité de changer un certain nombre de choses. Sinon, du jour au lendemain, les choses vont se retourner contre vous. Cela doit servir de leçon à beaucoup de personnes. Peut-être qu'il a essayé de changer de théorie, ça ne marchait pas. Il a dû se retirer pour essayer de changer maintenant. Oui. En voulant prendre les rênes du pouvoir. En voulant prendre les rênes du pouvoir. Mais il faut qu'il le prouve aussi. Mais l'autre chose qui m'intéresse, en 2009, il y a eu des élections contestées au Gabon. 7 ans après. André Ouamba qui a réclamé la victoire. Qui a réclamé la victoire. En 2016, il y a encore des élections au Gabon contestées. Quand vous allez au Tchad, cette année, il y a eu des élections contestées. Au Congo-Brazza. Au Congo-Brazza. Et là, même on a coupé l'Internet à un moment donné. Et même au Gabon aussi, on a coupé. On est en train de couper. On est en train de couper. Ils ont coupé, c'est maintenant ça revient un peu, mais c'est pas comme ça. Mais attendez, nous ne pouvons pas ne pas parler du Togo. En 2015, il y a eu des élections contestées. Tout ce qui entourait la proclamation des résultats, mais attends, c'était pas trop cool quand même. J'ai pas la prétention de dire que les élections étaient frauduleuses au Togo, mais tout n'était pas cool. Junior Memounia. Je continue. La question que je me pose fondamentalement, où vont les dirigeants africains? Et quel continent veulent-ils construire pour nous qui sommes africains? Quelle est leur vision pour l'Afrique? C'est la même histoire qui se répète. Moi, c'est pour cela que le discours de Sarkozy de Dakar du 26 juillet 2007, chaque fois je fais cette confidence. Je lis ce discours-là chaque fois, 4 fois par semaine. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que Sarkozy a essayé de dire la vérité aux Africains. Il a été très réaliste. Mais dans des mots aussi crus. Aussi crus. Mais il dit, l'Africain n'est pas dans l'histoire. J'ai vu l'éternel recommencement. Voilà, et il dit. J'ai vu la saison d'après la saison, tout ça. Mais oui, et il dit, c'est la vérité. C'est une insulte. Écoutez, oui, pour vous, c'est une insulte, mais pour moi, c'est du réalisme. Et il dit, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Oui. Écoutez, Ali Bongo ne veut pas rentrer dans l'histoire. Je continue. Vous aurez votre temps pour parler. Le président Sassou Nguesso ne veut pas rentrer dans l'histoire. Moi, je dis qu'il faut... Idriss Déby aussi. Idriss Déby ne veut pas rentrer dans l'histoire. Obiang Nguema ne veut pas rentrer dans l'histoire. Et l'autre, Paul Biya. Et moi, je me dis même que Fonya Senghor ne veut pas rentrer dans l'histoire. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a la possibilité de limiter le mandat. La constitution togolaise prévoit un mandat illimité. La constitution togolaise, le verrou du mandat a été sauté. Tout comme aux États-Unis. Mais Obama va faire que 2 mandats. Fonya Senghor aussi peut décider, moi je veux faire 2 mandats. Ou après ce mandat, il est dans le 3e mandat. Il peut dire, après ce 3e mandat, je peux partir. Et Sarkozy continue. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Écoutez, cela nous positionne aujourd'hui dans un monde imaginaire, un monde qui n'existe même pas, où tout recommence toujours. Écoutez, on a eu organisé l'atelier Ashkoun. Quand vous analysez vraiment l'atelier Ashkoun, vous direz que c'est la conférence nationale bis qu'on est en train d'organiser. C'était dans la même salle. C'est dans la même salle. Dans les mêmes conditions, avec les mêmes configurations. Exactement, ça veut dire que les Africains ne veulent pas évoluer. Et on ne sait même pas, vous ne pouvez pas me dire exactement, vous ne pouvez pas me définir exactement avec précision l'avenir politique du Togo, parce que tout est sombre. Et vous avez dit que Sarkozy n'a pas raison de dire ça. Maintenant, au Gabon, vous savez, Ali Bongo a dit, il disait qu'il a une bonne ambition pour le Gabon, qu'il va développer les choses, et il se prévalait de son bilan. Mais je me demande, écoutez, j'ai fait des recherches, j'ai écrit une chronique sur le Gabon en tout temps. Selon un document de France Télévisions, la famille Bongo disposerait de 11 comptes bancaires, 33 propriétés en France réparties de Paris jusque dans le midi du pays. Ces propriétés évaluées à au moins 19 millions d'euros l'unité
Parmi ces véhicules de luxe, rappelez, rue 89, on trouve une Mercedes limousine de 158 200 € et une Porsche 911 caméra de 81 116 €. Et parallèlement, écoutez, on a près de 70% de Gabonais qui sont pauvres. Mais écoutez, il faut que les Africains, les chefs d'État africains réfléchissent. Je vous donne encore ce chiffre. Vous savez, il y a un document de l'OIT qui disait en 2013, en 2013, que le monde enregistre aujourd'hui 75 millions de chômeurs jeunes. Et l'Afrique, à elle seule, prend 38 millions de chômeurs jeunes. Ce qui est dramatique dans l'histoire, c'est que 40% de ces chômeurs-là sont absorbés par la secte islamique Boko Haram et le Daesh, l'État islamique en Syrie. Et maintenant, quelle est la vision des dirigeants africains par rapport à ça? On a parlé tout à l'heure avec l'invité, peut-être. Le temps de donner la parole, c'est Marc. Je reviens vers vous, Germain, une seconde. Okay. Marc, il ne commence pas à passer là. Alors, Marc, votre avis sur la situation qui prévaut actuellement au Gabon? Vous savez, les Gabonais ont la malchance d'avoir affaire à deux grands bandits de grand chemin. Non, mais il faut quand même. Qui sont ces bandits? Oui, il y a Ali Bongo. Mais vous parlez d'un chef d'État quand même. Oui, Ali Bongo est un chef d'État qui aujourd'hui, manifestement, a fait un hold-up électoral, comme le dit Jean Ping. Jean Ping est un aspirant chef de l'État qui amène des hackers dans son pays pour hacker le système électoral que lui-même a passé du temps. Moi, je ne sais pas quel mot je peux utiliser pour qualifier ces deux personnes-là si ce ne sont pas des grands. C'est pourquoi je dis que les Gabonais ont la malchance aujourd'hui de n'avoir que le choix entre ces deux personnes-là. Parce que, en réalité, si on était dans un système démocratique, comme le dit Firmin, ou en tout cas comme Sarkozy aurait voulu qu'on le construise, si on était dans ce genre de système démocratique, ces personnes, en réalité, n'ont pas leur place au sommet de l'État. Mais il faut dire aussi que dans cette configuration-là, on ne peut que espérer que les Gabonais choisissent le moins pire. Le moindre mal. Et ce moindre mal-là, je ne saurais vous dire aujourd'hui exactement si c'est Ali Bongo ou si c'est Jean Ping, parce que les deux d'abord ont contribué à ériger ce système électoral de fraude aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas nous dire que dans le Haut-Ogooué, où est originaire Bongo, il y a eu 99,98% de taux de participation. Seules 37 personnes sur 111 000 n'ont pas voté. Non, je répète, seules 37 personnes sur 111 000 poussières n'ont pas voté le jour-là. C'est extraordinaire, pathétique. Et c'est la première fois au monde, vous savez, nous sommes spécialisés en Afrique à trouver de ces situations rocambolesques-là pour conserver le pouvoir. Et moi, je dis aujourd'hui qu'en face, vous savez, Ali Bongo n'est peut-être pas le président qu'il faut, mais en face, Jean Ping n'est pas une alternative crédible. Mais pourquoi vous le dites? Mais que reprochez-vous à Jean Ping? Jean Ping, le gars qui appelle des hackers en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est prouvé que c'est lui qui a fait venir les hackers? Non, mais ça fait ces réseaux, c'est pas prouvé que c'est lui. Mais vous entendez sa voix sur les enregistrements qui sont divisés sur les réseaux sociaux comme moi, à moins qu'on me dise qu'on ne reconnaisse pas la voix de Jean Ping. Mais au-delà, quelqu'un qui, après avoir présidé la Commission africaine pendant toutes ces années-là, avant que la commission électorale ne proclame les résultats et qui se lance dans la proclamation, en tout cas qui déclare qu'il est le vainqueur, c'est quelqu'un qui n'est pas démocrate en soi. Mais il sent qu'on veut voler, il sent qu'on veut tricher. Mais attendez, vous attendez les résultats. À la fin, les faits lui ont donné raison. Les faits lui ont donné quelle raison? Aujourd'hui, vous savez, il faut quand même que nos opposants soient responsables. Quand il y a des situations comme le OEG que nous décrions, il faut qu'ils sortent les preuves. C'est ce que moi je reproche aussi aux opposants du Togo, les chiffres, même les chiffres, oui, les chiffres sont rocambolesques, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Jean Ping, avec les moyens qu'il a, aurait pu déployer des gens dans tous les centres de vote pour nous donner une compilation de ces résultats. On ne peut pas quand même ne pas avoir de ces preuves factuelles à présenter. À son niveau. Quel chiffre? Même d'ailleurs, on a vu que en fait, les opposants ont été achetés à 50 millions de francs CFA et ici on fait le PB. C'est lui aussi qui a été conseillé. Oui, c'est lui aussi qui a été conseillé de faire démissionner d'avoir au moins 3 membres de la Sénap qui démissionnent. Et vous avez vu le vice-président de la Sénap qui a démissionné. Aujourd'hui, moi je le dis encore, moi je suis triste pour les Gabonais parce que malheureusement, ils n'ont de choix qu'entre deux personnes qui, en réalité, dans un système normal, dans un système de droit, n'aurait pas dû
être à la tête de l'État, être au niveau Moi, je voudrais rapidement, parce que l'invité est là. Moi, je voudrais juste ajouter que Dans une minute, on doit le recevoir. oui, il faut que les dirigeants africains pensent à leur continent. Sinon, on va toujours avoir ce genre de situation. Jean-Pierre, quand il était à la tête de la Commission de l'Union africaine, et c'était Laurent Gbagbo qui avait demandé à ce qu'on recompte les voix. Mais il s'était catégoriquement opposé. C'est pas lui qui a refusé, c'est Choi. C'est Choi, le représentant de lui, qui a dit non. Et qu'est-ce que lui l'avait dit à l'époque? Choi a dit non, c'est bon, que lui il a tout vu, c'est bon. Permettez que j'ajoute ceci. Moi, je parle toujours des dirigeants africains parce que ce sont leurs comportements qui nous amènent toujours à de telles situations. Ce que je voudrais dire, Obama leur a dit clairement en 2015 à Addis Abeba, devant les chefs d'État africains. Et il a dit simplement que lui, il a la possibilité de se positionner encore aux élections présidentielles américaines. Et que quand s'il va aux élections, il va gagner. Mais qu'il a une vie après la présidence. Ce même Obama a dit à Accra, dans un pays où la corruption est avancée, où une famille exploite les richesses du pays pour son compte, où l'autorité portuaire est corrompue, même si on organise des élections ça et là, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie. Attendez, tournez votre regard vers le Togo. Non, merci. Mais je veux aussi peut-être ajouter avant de finir que, et aux opposants, et aux politiques, et aux hommes politiques d'aujourd'hui, que quand vous construisez un régime, ce régime va un jour ou l'autre se tourner contre vous. Et c'est l'exemple aujourd'hui de Jean-Ping. Tournez votre regard vers le Togo, vous comprendrez ce que je dis aussi. Mesdames, Messieurs, on va marquer une pause. Derrière la pause, notre invité ce matin, Monsieur Jean Yaovi Degli, il est avocat, il est aussi président de l'association Bâtir le Togo. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, Maître Jean Yaovi Degli. Bonjour, Maître. Bonjour. Ça fait plaisir qu'on vous reçoit sur le plateau. C'est la deuxième fois que vous êtes là. Tout à fait, merci. Alors, Maître, on va commencer au Togo avant d'évoluer vers l'étranger. Vous aimez le football? Oui, je suis un gros adepte du football. Mon père en a pratiqué au niveau de l'Étoile filante de Palimé pendant des années, mon oncle aussi. Et moi, j'ai été toujours très adepte du football et notamment de l'Étoile filante à l'époque jusqu'au moment où le général Eyadema, mon cher ami, comme on peut l'appeler, a décidé de dissoudre et de changer les équipes. Malheureusement, ça ne nous a pas porté bonheur, mais bon, comme le général défunt n'a pas, en touchant beaucoup de choses, ne leur a pas porté bonheur, on ne va pas s'en plaindre d'outre mesure. Alors le football togolais a connu beaucoup de déboires, mais je suis un gros adepte, je pratique le football moi-même, et si c'est pour hier... Vous n'étiez pas au terrain, malheureusement. Non, je préfère ne pas aller dans des endroits où on peut me piquer avec des aiguilles facilement. Je reste chez moi, j'ai suivi le match quand même. Ah bon? Ouais, alors, quelle impression vous avez eu à la fin quand on s'est qualifié miraculeusement? Vous êtes dit quoi? Dieu est togolais, mais vous êtes dit quoi? Dans tous les cas, ce genre de situation, Dieu est toujours là-dedans. Dieu est toujours là-dedans. Même s'il est béninois et puis il est malien aussi, il a été plus togolais hier que béninois. Bon, c'est une bonne chose. Moi, en fait, ce qui m'a le plus plu dans cela, objectivement, c'est que cette situation montre au Togo que lorsque l'on choisit le bon cheval, on peut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, lorsqu'on fait le bon investissement, on peut avoir un succès au bout. Pendant des années, nous avons banalisé notre football avec des entraîneurs de pacotille. Et puis, à un moment donné, on s'est adressé à quelqu'un qui a une certaine expérience, une grosse expérience. Et nous avons le résultat. Même si demain le Togo ne peut pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations, on sent quand même qu'il y a une touche de quelqu'un qui s'y connaît. Mais là aussi, ça, quand on a pris, les gens ont critiqué, comme quoi son salaire était faramineux, mais à la fin, les résultats sont là. Oui, vous savez, on dit chez nous,
L'enfant qui n'est jamais sorti de chez lui, il dit que c'est la sauce de sa mère qui est la meilleure du monde. Est-ce que les Togolais savent combien on paie aux entraîneurs dans les autres pays? Quand on prend un entraîneur comme Claude Leroy, est-ce qu'on sait combien on peut lui payer? Il est parti au Congo démocratique. Est-ce qu'on sait combien on lui a payé? On ne lui a pas payé le salaire que le Togo lui paye en République démocratique du Congo, parce que les gens ont plus de moyens que nous. Alors, il faut qu'on cesse de bavarder, de raconter des histoires. Lorsqu'il y a un investissement qui permet d'avoir des résultats positifs pour ce pays, il faut qu'on l'accepte. Et c'est à cause de ça que, souvent, moi, quand les gens disent « Oui, est-ce qu'on va manger les routes ?» je dis « Non, rien compris. » Si Faure Gnassingbé fait des routes et que ça profite au Togo, alors que son père a fait 38 ans sans faire de route dans ce pays, je considère que c'est une bonne chose. Ok? Les gens qui disent qu'on ne va pas manger les routes, quand ils sortent de leur maison pour aller travailler et chercher ce qu'ils vont manger, est-ce qu'ils vont voler? Ils vont voler dans les airs pour arriver au bout. Ils emploient forcément les routes. Ils emploient les routes. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est à l'article de celui qui le fait. C'est vrai, il y a toujours la question de savoir avec quel fonds on le fait, avec quel fonds on aurait pu le faire. Cette question, c'est une autre question. Mais le principe même d'avoir les routes et d'avoir des bonnes routes, c'est une bonne chose. Applaudissons ça. Et puis voyons ensuite là derrière ce qu'il y a pour pouvoir en parler. Merci. Donc globalement, je crois que la qualification du Togo hier était une bonne chose. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu et prier pour que les Togolais ne fassent pas pied de figure au cours de la Coupe d'Afrique de Nations. Vivement, vivement. Maître, on vous a vu à la télé, je crois que vous avez présenté une communication, ou bien vous avez participé? Non, j'ai présenté une communication. Oui. Alors, donc, l'atelier, ça fait bientôt 2 mois que cet atelier s'est tenu. Après, on a eu des résultats. Il y a eu environ 130 propositions consignées dans un document remis au chef de l'État et qui était censé mettre sur pied une commission pour travailler sur les réformes à opérer, réfléchir sur les réformes à opérer. Depuis lors, c'est Silence Radio. Vous êtes inquiété? Non, je ne suis pas inquiet. Vous savez, il faut connaître le fonctionnement de votre pays. Faure Gnassingbé, malheureusement, son système, c'est peut-être beaucoup de tapage à un moment donné, médiatique, et puis beaucoup de silence sur un long temps, et puis un petit quelque chose. C'est comme ça que ça s'est passé de tout le temps. Vous savez, quand on a créé le H-Crown, on a créé le H-Crown en 2014. Fin 2014. Oui. Décembre 2014, je crois. Oui, le H-Crown, c'était... Et puis la commission en question, le chef de l'État en a parlé dans son discours de fin 2014. Oui. Combien de temps ça a mis avant que le H-Crown fasse sa première sortie? Bon, quand vous analysez ça, vous pouvez vous dire que non, qu'on a encore beaucoup de chemin devant nous avant qu'on ne crée la commission qui doit finalement réfléchir sur les réformes. Et une fois encore, je vous le dis, ce ne sont pas les réformes de l'APG. Le H-Crown n'est pas dans le sens des réformes de l'APG, mais dans le sens des réformes de la recommandation numéro 8. OK? Recommandation numéro 8 de la CVJR. Et la recommandation, les recommandations qui font le lit de l'APG sont les recommandations numéro 5, numéro 6 et 7. Voilà. Donc, nous sommes passés d'une étape où il faut faire une réforme immédiate et à court terme à une réforme qui s'inscrit dans le moyen et le long terme. Donc c'est dans ce sens-là que le H-Crown a discuté. Il ne faut pas véritablement s'inquiéter du temps. Nous sommes habitués maintenant au fait que le président Faure Gnassingbé met beaucoup de temps pour faire les pas. Mais le problème, c'est que le pays en souffre. Mais bon, que faire puisque c'est lui qui a les rênes du pouvoir? Est-ce qu'on a la possibilité de l'obliger à réagir? Est-ce qu'il y a une stratégie pour le faire? Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, il faut savoir que M. Faure Gnassingbé, le président de la République, réagira quand il voudra par rapport aux résultats des assises du H-Crown. Mais le problème, c'est que bientôt, en 2018, on aura aux élections législatives, et ces réformes-là, on devrait les faire avant, du moins, c'est les législatives, et bientôt aussi, en 2020, c'est la présidentielle. Doit-on attendre jusqu'à ce qu'on soit à quelques mois de la présidentielle pour encore créer de la tension dans le pays avant de vouloir faire les réformes? Et si c'était la stratégie du régime d'attendre, justement, pour qu'on arrive là-bas avant de les faire? Si c'était la stratégie, par exemple, du chef de l'État et de son entourage et de son parti, d'attendre qu'il y ait une nouvelle assemblée pour soumettre, par exemple, des réformes institutionnelles et constitutionnelles en s'assurant qu'on ait la majorité qualifiée pour pouvoir l'adopter à son profit. Vous savez,
C'est ça qui est dommage. À chaque fois que les choses sont faites, non pas dans le sens de l'intérêt général, mais dans le sens de l'intérêt de ceux qui gouvernent ou de ceux qui sont en train de le faire, nécessairement, il y a un problème. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le régime pose ses actes ou va poser ses actes dans le sens de ses intérêts et uniquement de ses intérêts. Mais on vous sent un peu résigné, Maître Degli. Je ne suis pas résigné. Je n'ai jamais été résigné. Si je suis résigné, je ne viendrai plus chez vous pour parler du Togo. Ok ? Je ne suis pas résigné. La seule chose, c'est que je mesure aujourd'hui les forces dont je dispose pour faire évoluer les choses. Je vous ai dit sur le plateau la fois dernière que moi j'ai fait des démarches pour demander les réformes au chef de l'État, à son entourage. J'ai discuté avec des gens qui sont de son parti pour essayer de leur expliquer en quoi c'est indispensable que les réformes fût faites et en quoi il est indispensable également que le chef de l'État s'inscrive dans l'histoire définitivement en faisant ces réformes, parce que ce ne sont pas les routes, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va l'amener dans l'histoire. Les stratégies économiques, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Son père aussi avait posé des actes économiques qui ne sont pas... Tout ce que Yadema a fait n'a pas été forcément négatif pour ce pays. Je n'en veux pour preuve que la CET, la Régie des eaux, c'est des choses qui ont été faites à son époque et qui ne sont pas mauvaises pour le pays. Mais ça n'a pas pu lui ouvrir grandement les portes de l'histoire, même si, parce que c'est le même régime qui est en place, on continue de lui ériger des monuments. L'histoire ne lui a pas encore érigé de monuments. Et Faure Gnassingbé doit faire en sorte que l'histoire lui érige des monuments. Pas pour que son fils ou son rejeton soit au pouvoir demain pour lui mettre des monuments. Et c'est indispensable qu'il utilise la porte des réformes pour pouvoir s'ouvrir cet espace-là. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et comme il est difficile d'obliger un régime dont l'épine dorsale est une armée et des forces de sécurité soumises, qui lui sont complètement soumises, pour évoluer dans un sens ou dans un autre, favorable aux populations, nous en sommes encore à espérer que le Saint-Esprit va toucher les cordes sensibles du chef de l'État et que quelque chose sera fait dans le sens de ces réformes-là pour le Togo, pas uniquement pour lui, pour le Togo, avant que ce ne soit pour lui-même. Maître Degli, on est tenté quelquefois de dire que le chef de l'État n'a pas une ferme volonté de faire des réformes substantielles. Vous êtes d'avis ? Vous l'avez dit, lorsque l'on fait des analyses, on aboutit à des conclusions. Et si nous avons vu ce qui a été fait jusqu'à présent, il est difficile que je puisse vous contredire. J'aurais souhaité vous contredire et soutenir le chef de l'État en disant que non, qu'il a une forte volonté, comme j'ai entendu certains le dire. J'ai entendu même quelqu'un, j'ai lu un jeune homme dans la presse la fois dernière qui disait que non, que le chef de l'État, il est très préoccupé par les réformes. Ça m'a fait un peu sourire. Je me suis demandé combien ont été engloutis dans ses poches pour qu'il puisse dire ça, parce que je ne vois pas vraiment l'empressement, je ne vois pas vraiment l'empressement du chef de l'État à faire aujourd'hui les réformes. Il les fera, peut-être que ça va aller un jour dans le sens de l'intérêt général, mais pour le moment, j'y crois très peu. Alors, pour vous qui avez été un acteur majeur de la conférence nationale souveraine et puis présenté une communication récemment au H-Kroun, d'aucuns pensent que le H-Kroun a été justement érigé pour balayer l'histoire de la conférence nationale souveraine. Quel est votre avis à propos ? Non, d'abord je vous rectifie. Pas que le H-Kroun a été érigé. Les gens pensent que la table ronde, l'atelier du H-Kroun a été fait pour balayer la conférence nationale. Je ne suis pas sûr. C'est là parce que les choses se sont tenues dans la même salle que la configuration de la réunion qui a eu lieu la fois dernière est complètement différente des assises nationales qui ont été. C'est d'ailleurs les seules assises véritablement nationales qui a été la conférence nationale. Par contre, ce que je pense, c'est que l'atelier du H-Kroun a été organisé peut-être pour essayer de calmer un peu les ardeurs des uns et des autres qui commençaient à revendiquer à corps et à cri un peu les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais pour effacer la conférence nationale, d'abord on ne peut pas l'effacer. Vous savez, Yadema a tout fait pour qu'on ne parle pas de Sylvanus Olympio, pour qu'on n'évoque pas le nom de ce monsieur, pour qu'on ne parle même pas de l'indépendance du Togo. Il n'a jamais réussi. On ne peut pas réussir. Il y a des événements dans la vie d'une nation qu'on ne peut pas effacer. C'est impossible. De la même manière que les Togolais ne peuvent pas effacer 38 ans de pouvoir de Yadema. Même s'ils le considèrent comme négatif, ils ne peuvent pas l'effacer. C'est impossible.
Donc on ne peut pas effacer la conférence nationale. Alors, on peut raconter n'importe quoi dessus, on peut essayer, et c'est le même effort qui a été fait pour anéantir complètement Sylvanus Olympio. C'est le même effort qui est fait vis-à-vis de la conférence nationale. Mais ils ne réussiront pas. Donc vous pensez que le HCROUN n'est pas créé pour enterrer l'APG? Vous pensez la même chose aussi? Non, le HCROUN a été créé dans le sens du prolongement de la CVJR. Puisque quand vous lisez les tests, vous voyez qu'il faut la commission Vérité, Justice, Réconciliation, mais il faut aussi l'organe qui porte les revendications, les recommandations pour les faire aboutir. Donc, à mon avis, le HCROUN n'a pas été créé pour enterrer l'APG. Par contre, on essaye de profiter, d'utiliser les recommandations de la CVJR et donc le HCROUN pour essayer. Et ça, c'est la politique. Alors, vous l'avez souligné un peu en début, c'est que l'atelier du HCROUN, ou en tout cas le HCROUN devrait porter les réformes institutionnelles, conformément à la recommandation 8 de la CVJR. Mais enfin, à cet atelier, il était aussi question des réformes constitutionnelles et surtout du côté du pouvoir. En tout cas, UNIR le dit clairement, pour eux, c'est le HCROUN qui devrait aboutir aux réformes constitutionnelles. À votre avis, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise interprétation? Non, le HCROUN ne concerne pas, le HCROUN et la recommandation numéro 8 particulièrement ne concernent pas que les réformes institutionnelles. C'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Parce que quand vous lisez le test, vous ne pouvez pas réformer les institutions sans toucher à la Constitution. Mais le point 8 ne prévoit pas les réformes constitutionnelles, c'est le point 5 qui le prévoit. Non, le point 8 prévoit d'adapter nos institutions à nos réalités. Et quand on dit adapter nos institutions à nos réalités, vous faites nécessairement des réformes constitutionnelles. Vous ne pouvez pas réformer les institutions sans toucher à la Constitution, c'est impossible. Ok? Mais la réforme que la recommandation numéro 8 prévoit est une réforme à long terme. Il s'agit de voir quelles sont les institutions et éventuellement la Constitution qui sera la mieux adaptée à notre pays d'une façon générale. Alors que l'APG et les recommandations numéro 5, 6 et 7 parlent de l'immédiateté. Ici et maintenant. C'est ça, c'est-à-dire que on a été discuté au Bénin, on a sorti l'APG. Pourquoi? Parce que notre pays avait des problèmes, a des crises, et ces crises nécessitent que dans l'immédiat, on modifie un certain nombre de choses pour rendre le pays plus vivable. Et c'est sur ça que tous les acteurs ont été d'accord. Mais malheureusement, on a laissé assez de temps au régime en place qui, après avoir trouvé sa légitimité, alors que sa légitimité devait venir justement de ces réformes-là, l'opposition a malheureusement mal joué, et on a laissé le temps aux gens de s'incruster, et aujourd'hui ils ne veulent plus faire ces réformes. Ils vous disent même que non, que c'est dépassé. Mais comment une situation qui est censée, ou bien des éléments, des solutions qui sont censées régler un problème récurrent que nous avons, comment on peut dire que c'est dépassé? C'est dépassé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, il est assis tranquillement, il n'a plus aucune difficulté. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. C'est à cause de ça que c'est dépassé. Ce n'est pas dépassé. Donc, les deux choses sont un peu différentes. Recommandation numéro 8, c'est une réforme qui doit être beaucoup plus vers l'avenir, tournée vers l'avenir et dans le long terme. Donc, on peut passer, en mettant en œuvre la recommandation numéro 8, on passera à une 5e République, par exemple. Et c'est là, les forces élèves de gauche à droite pour donc réclamer qu'on passe à la 5e République. Et je rappelle que le président du groupe parlementaire UNIR a fait savoir que c'est l'ANC qui bloque les réformes. Pendant que l'ANC aussi accuse l'UNIR de bloquer les réformes au finish, que d'en faire mettre aujourd'hui pour avoir les réformes, pour que le pays avance en fait, parce qu'on sent que même vous allez au marché, tout le monde parle des réformes partout, réformes. Que faut-il faire pour que ces réformes soient matérialisées enfin? La clé se trouve entre les mains d'une seule personne, le chef de l'État. S'il ne veut pas la faire, vous ne l'aurez pas, parce qu'il a avec lui ce qui constitue l'épine dorsale du régime togolais, c'est-à-dire l'armée et les forces de sécurité. S'il veut les faire, il les fera. S'il est poussé par l'intérêt général de tous les Togolais et de notre pays, et qu'il veut faire quelque chose pour ce pays, il fera ses réformes. S'il ne veut pas, malheureusement, on ne l'aura pas. À moins qu'on ne dispose d'une possibilité de l'obliger, et malheureusement, cette possibilité, je ne la vois pas. Ah, donc, si je comprends bien, donc l'opposition, tout le monde doit attendre, croiser les bras, attendre le jour, prier Dieu, prier le ciel, pour que le chef d'État décide enfin un jour de faire des réformes. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. J'ai dit à moins qu'on ait la possibilité de l'obliger. Oui. Ça, c'est le et vous avez dit qu'il n'y en a pas? Mais je n'en vois pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, je n'en vois pas. En tout cas, les stratégies que je vois en face pour le moment ne me semblent pas être des stratégies consistantes pour pouvoir obliger
le régime a bougé. Et pour que la stratégie soit consistante, il faut qu'elle soit organisée autrement. Vous savez, on en a un peu assez de l'ANC seul, avec son histoire de CAP 20, combien au 4 2015, là, se lève et disent, bon, on appelle les gens. Il faut qu'il y ait une stratégie unitaire. Et cette stratégie unitaire aboutira à ce que les populations ressentent les choses autrement et que quand on dit allons dans la rue, que ce ne soit pas 100 personnes, 200, 300, 1000 personnes ou qui aillent dans la rue, mais que ce soit tout un peuple qui descende. Et dans ces conditions, les choses changeront. Mais tant que certains penseront que oui, qu'ils ont le monopole de l'action, ils ne veulent pas contacter X ou Y et que on sera toujours dans la configuration parce que ceux-là non plus, ils ne sont pas blancs comme neige. Comme le disent les Ivoiriens, il n'y a rien en face. On peut le dire ainsi. Quand vous en face du pouvoir, il n'y a rien. Quand vous êtes dans un pays, comme le disaient les pro-Gbagbo à l'époque. Quand vous êtes dans un pays où on vous dit les gens qui sont en face, ils ne représentent plus rien, il faut que les gens qui sont en face se donnent l'étoffe pour représenter. Mais que proposez-vous? Est-ce que vous les approchez, vous les conseillez? On vous a connu en tant qu'opposant. Même si vous n'êtes pas politique aujourd'hui. Je n'ai jamais été opposant, jamais. Mais vous avez travaillé avec Maître Figo? Non, je n'ai pas travaillé pour l'opposition. J'ai travaillé comme société civile dans l'intérêt du Togo. Je refuse qu'on me colle l'étiquette d'opposant. Vous n'avez jamais été opposant? Je n'ai jamais été opposant. Non, je n'ai pas été opposant. Même depuis la vous avez préparé une rébellion, vous venez attaquer le Togo. Ce n'est pas de l'opposition. Le pays ne marchait pas. Et Yadema tuait les gens. Il était indispensable à un moment donné que des gens soient capables de l'arrêter. C'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas un travail d'opposition. Ce n'est pas un travail. Je ne l'avais pas fait parce que l'opposition signifie que vous avancez pour conquérir le pouvoir. Je n'ai pas fait ça. Mais j'ai décidé d'arrêter une machine qui tuait, qui continuait de tuer, qui ne pouvait pas faire autrement que de tuer. Je suis chrétien. On dit quand on vous tape sur la joue gauche, tournez la droite. Moi, je ne suis pas Jésus. Il peut tourner, moi je ne peux pas. À un moment donné... Donc vous êtes dans la vie de l'Ancien Testament. Quand je vois, non pas œil pour œil, dent pour dent non plus. Quand je vois quelqu'un qui tue et qu'on me dit ne tue pas, mais je suis en train de voir quelqu'un qui tue des milliers, j'ai la possibilité de l'arrêter, je ne le fais pas. Est-ce que je ne tue pas plus? Parce que je suis complaisant avec cette personne. Mais en voulant l'arrêter, vous allez tuer plus que lui, peut-être aussi. Pas forcément. Quand vous référez aux événements du 25 mars 93, vous voyez, moi, au camp, nous n'avons pas tué 10 personnes au camp. OK? Et quand vous voyez ma déclaration à la CVJF, vous comprenez bien, nous n'avons pas tué 10 personnes au camp. Quand nous sommes entrés au camp, les gens ont vu avec quelle efficacité nos troupes sont là, ils se sont tassés, et puis ils nous ont remis leurs armes. Il n'y a pas eu de problème. On n'a pas tiré sur quelqu'un. Non. Il y a une seule personne, comme je l'ai dit, qui était dans la guérite sud, du côté de la gendarmerie, qui a tiré sur les nôtres. Et c'est sur lui seul que les nôtres ont tiré. Et la deuxième personne, c'est Améi. Quand Améi a tiré sur les jumeaux, l'un d'entre eux a riposté. C'est tout. Le reste, on n'a tué personne. C'est l'un des coups les moins sanglants que l'Afrique ait connus. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Et qui a échoué aussi. Ça n'a pas réussi. Ce n'est pas si on tuait beaucoup qu'on allait réussir. Non, mais moi, j'ai envie de poser une question. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, en tout cas, nous sommes en train de nous enliser par rapport aux réformes dans une situation face au monopole un peu de la situation qu'ont l'UNIR et l'ANC. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il faut l'émergence d'une troisième force, qu'elle soit politique ou de la société civile, mais l'émergence d'une nouvelle force qui puisse porter aujourd'hui les aspirations du peuple? C'est sûr. Et ça, nous l'avons tenté. Tout à l'heure, Junior disait, oui, qu'est-ce que vous leur proposez? Je voulais lui demander s'il ne se rappelle pas des années de 2011-2012, quand on a mis en place le fonçage. On a proposé des choses. Le mémorandum est là. Il est encore valable. Il y a des chefs de parti qui m'ont dit dernièrement encore, mais Jean, prenez ça et puis mettez ça en œuvre. Mais c'est parmi eux que des gens, craignant que peut-être les gens d'église ne viennent leur faire ombrage ou bien... Mais à l'époque, ils vous ont accusé parce que vous étiez parti en exil de retour et vous êtes venu faire le bilan, les accusés qui n'ont rien fait, alors que vous avez quitté le pays. Je n'ai jamais dit qu'ils n'ont rien fait. Vos déclarations. Non, je n'ai jamais dit qu'ils n'ont rien fait. Vous avez entendu ça où, Junior? Mais je dis, c'est pas moi qui le dis. Et vous, en tant que journaliste, vous l'avez entendu où? Dites-moi un seul endroit où vous avez entendu, moi, Jean d'église, dire que les gens n'ont rien fait. Ce n'est pas dans mon langage. Même quand, après 24 ans, il y a des gens tué plein de gens, qu'il s'est passé beaucoup de choses, on est arrivé à la conférence nationale, on a dit que ce régime n'a été que négatif. Dans mon rapport, j'ai dit non. Nous devons avoir
la tête froide à un moment donné pour reconnaître ce que ce régime a fait. Je donne toujours César à César. Je donne toujours César à César. Je n'ai jamais dit, et je ne peux jamais dire que des gens sont restés, ils n'ont rien fait. Je peux dire qu'ils ont eu des stratégies qui n'ont pas marché, qui n'ont pas été gagnantes. Mais dire qu'ils n'ont rien fait, ce n'est pas vrai. Ça ne viendra pas de moi en tout cas. Okay, on va évoluer, vous permettez, on va parler un peu du Gabon, parce que c'est l'actualité. Hein. Alors, comment avez-vous trouvé la dernière présidentielle qui s'est déroulée au Gabon avec comme résultat la victoire étriquée d'Ali Bongo, victoire même contestée par l'opposition? Oh, cela ressemble beaucoup aux élections des bêtes sauvages qui ont souvent eu lieu chez nous. Amadou Kourouma. Oui, cela ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé pendant des années au Togo, avant qu'on ne trouve une possibilité de faire mieux les choses, hein. Pas forcément mieux dans le sens le plus plein du terme, mais qu'on fasse mieux les choses. Et nous, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Élections non transparentes, où les résultats pour les 600 000 électeurs ne pouvaient pas sortir au fur et à mesure, ni le même jour. On a attendu des jours, et puis après, oui, et puis après, bon, il y a eu tout ce que vous avez vu, qui est contestable malheureusement, et qui n'honore pas l'Afrique. Mais quand même on le fait maintenant en Afrique, parce qu'on le voit, surtout dans les pays francophones, les élections sont toujours contestées. À part quelques exceptions dans les pays anglophones, en Afrique, surtout en Afrique centrale, c'est toujours compliqué qu'un chef d'État sortant organise l'élection et la perde. Mais que faut-il faire en tant que vous, leader de la société civile? Qu'est-ce que vous proposez pour que, pour une fois qu'on ait des élections transparentes comme au Ghana, au Nigeria, et que vraiment le perdant félicite le gagnant? Tant que vous aurez au pouvoir des gens qui sont venus et qui veulent rester au pouvoir, ad vitam aeternam, qui n'ont pas envie de le quitter, qui ont mis en place des institutions, qui ont une armée à leur botte, ou bien des forces de sécurité à leur botte pour ça, vous n'aurez pas d'élections transparentes. Hein. Les pays où on a des élections transparentes, c'est les pays qui ont réussi à mettre en place des institutions qui sont fortes. Mais ça, c'est une démission, ça? Non, vous n'aurez rien. Attendez, quand vous allez au Ghana, c'est parce qu'il y a des institutions fortes, des institutions indépendantes, des institutions crédibles et objectives que vous avez des élections qui se passent dans de bonnes conditions. Vous allez au Nigeria, c'est ce que vous avez. Vous allez au Bénin, c'est ce que vous avez. Quand vous avez des pays comme le Togo, comme le Gabon, où les institutions ne sont là que pour répondre à celui qui les a mises en place. Vous voulez avoir des élections dans de bonnes conditions, vous ne pourrez pas. Junior, il faut voir la réalité en face. Mais que faut-il faire pour mettre fin à ça? Mais oui, justement, ce qu'il faut faire pour mettre fin à ça, c'est de mettre en place des institutions qui ne répondent plus à ces personnes et que ces personnes comprennent que c'est un pays, ce n'est pas le champ de mil de leur père qu'ils sont en train de diriger. Quand on gère son champ de mil, on le gère d'une autre façon que quand on gère un pays. Mais quand on gère un pays en faisant comme si c'était la propriété privée, ben malheureusement, c'est ce qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez que moi j'aille faire pour un Gabon? Alors que d'un côté, vous avez un Ghana qui fonctionne bien, vous avez le Bénin qui fonctionne bien, vous avez le Nigeria qui fonctionne bien, vous avez la Tunisie qui a bien fonctionné, vous avez le Burkina Faso qui dernièrement a bien fonctionné, vous avez à côté le Sénégal, le Mali. Le Sénégal fonctionne bien. Vous avez à côté un Gabon qui ne veut pas bien fonctionner. Mais je ne vais pas aller demander à Ali Bongo de se couper les bras et la tête pour que ça fonctionne bien. Non, ces pays aussi n'ont qu'à comprendre et leurs dirigeants n'ont qu'à comprendre. C'est ça qu'il faut faire. Les solutions sont très simples. Maintenant, si vous avez en face de vous ce genre de personnes et que vous avez la possibilité de les obliger, comme on a fait dans les années 90, comme d'autres ont continué de faire leur révolution, de les obliger à se plier à la vérité des urnes et au respect des institutions, en ce moment, vous le faites. Si vous n'avez pas... Mais les Gabonais l'ont essayé, mais on a tiré sur eux à balles réelles. On a vu, au Togo, quand l'hélicoptère est venu... On a tiré sur nous plusieurs fois au Togo à balles réelles, hein, dans les années 90. Hein, excusez-moi, on a tiré sur nous plusieurs fois à balles réelles. Il y a eu des atrocités qui ont été commises. Même en 2005, on a vu. Oui, on a tiré sur le Togolais à balles réelles. Ben, on a tiré sur d'autres personnes aussi dans d'autres pays à balles réelles. Ils ont fini par réussir. Donc il faut se battre. Il ne faut pas croiser les bras en disant qu'on tire sur les gens à balles réelles. Ouais. Alors, maître, je voudrais poser une question. Avec ce qui se passe au Gabon et ce qui s'est passé au Congo, au Tchad, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique politiquement a un avenir? Aussi, l'Afrique a un avenir, puisque dans la même Afrique, on a d'autres pays qui sont en train de fonctionner normalement. Il y a beaucoup de pays qui fonctionnent normalement en Afrique. Il y a un certain nombre de pays qui ne fonctionnent pas normalement. J'ai tout à l'heure donné un exemple d'un certain nombre de pays. On peut aller encore plus loin. Okay? Il y a d'autres pays encore qui fonctionnent normalement. Donc, l'Afrique a un avenir politique. Sauf que certains pays de l'Afrique sont en train de jouer les derniers du peloton.
Ok, les brebis galeuses. Oui, mais d'autres pays évoluent. Hein. Vous savez, nous allons rester là. Des gens vont connaître des développements tels que nous ne pouvons rien faire. Quand vous allez... Le Botswana, par exemple. Ben, oui, vous sortez du Togo. L'île Maurice. Vous sortez le Cap Vert. Rwanda. Hein? Le Rwanda même qui bouge, même si le Rwanda qui est dictatorial, mais qui bouge. Parce que économiquement, bon, les gens font quelque chose pour le pays. Vous avez le Ghana à côté. Sortez du Togo, allez au Ghana, vous verrez la différence. Vous avez l'impression que vous êtes dans un autre monde. Mais c'est ça. Mais curieusement, pourquoi aucun chef d'État de ces pays démocratiques-là, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, pourquoi eux n'arrivent pas à réagir quand ça arrive comme ça? Sur la situation au Gabon, tous se sont tués. Et c'est après une semaine que Idi Bien sorti un communiqué laconique hier, un communiqué avec quelques mots, et c'est vague, c'est vide, c'est creux. Pourquoi ces chefs d'État n'arrivent pas à oser à dire la vérité à leur homologue? Le principe de la souveraineté. Mais pourquoi les Européens ils réagissent? Les Européens réagissent parce que nous avons les mains tendues vers eux. Ok? Nous avons les mains tendues vers eux. C'est eux qui nous donnent. Quand vous tendez la main vers quelqu'un, ils vous donnent le bien et le mal. Ils vous donnent des coups aussi dedans. Il ne faut pas oublier ça. La main qui est tendue, elle reçoit tout. Alors, comme c'est eux qui sponsorisent, qui supportent et qui font de l'infusion des fonds à nos pays, eh bien, ils ont la possibilité de temps en temps de nous donner des leçons. Mais entre pays africains, qui va donner leçon à l'autre? Et puis n'oubliez pas, il y a le principe de la solidarité entre chefs d'État. C'est un syndicat de chefs d'État. Ce n'est plus des syndicats des dictateurs forcément, mais c'est un syndicat de chefs d'État. Personne n'a envie de dire quelque chose pour heurter l'autre. On est dans cette situation. Il y aura des conseils en douce, mais il faut s'aider. Les conseils en douce, il y a des gens qui donnent. Ils donnent beaucoup. Et je suis persuadé que dernièrement, il y a eu des conseils. Des conseils peut-être beaucoup plus négatifs vis-à-vis de Bongo qu'autre chose, mais il y a eu des... Sûrement qu'il y a d'autres qui ont dit, mais résiste, tiens, tire sur eux, mais et après ça va passer, parce qu'ils ont peur que si ça bascule là-bas, ça bascule chez eux aussi. Absolument, absolument. Donc il y a eu des conseils. Les conseils, il y en a. Les coups de fil, on en donne toujours, dans un sens comme dans l'autre. Mais bon, parler publiquement contre un pays, c'est autre chose. Non, si on s'en parle bien, en Afrique, on restera comme ça jusqu'au jour, peut-être que le miracle se produise. Et chaque fois qu'il y a une résolution, le président va gagner, et quand l'opposition résiste, on tire sur eux après une semaine de manifestation, et c'est fini. Junior, on ne parle pas de l'Afrique, on parle d'une certaine Afrique. On parle de certains pays africains. Ne me parlez pas de l'Afrique, parce qu'à côté de moi, au Bénin, à côté de moi, au Ghana, à côté de nous, au Nigeria, on ne tire pas sur les gens quand on fait des élections pour pouvoir être proclamé vainqueur. Ok? Si dans certains pays on le fait, il faut voir à quel niveau ces pays se situent, à quel niveau ils veulent se situer. Mais l'Afrique évolue. Ceux qui ne veulent pas évoluer... Vous êtes optimiste? Moi, je suis optimiste. Si je ne suis pas optimiste, je ne viendrai plus sur vos plateaux, je ne parlerai plus du Togo, je ne parlerai plus de l'Afrique, je ne parlerai plus de cette lutte-là qu'il faut mener quotidiennement pour changer les choses. Je demeure toujours optimiste. Et c'est l'optimisme qui m'a poussé dès les premiers jours de mon combat pour mon pays. Et c'est l'optimisme qui continue de me pousser. Le jour où je n'aurai plus aucun optimisme, je laisserai peut-être même que je ne serai plus au Togo en ce moment. Vous n'avez pas d'ambition politique? Pour le moment, je n'ai pas d'ambition politique. Ma seule ambition politique, et c'est une grosse ambition, c'est l'ambition pour le Togo. C'est la grosse ambition que j'ai, c'est que ce pays devienne une démocratie, un état de droit, un pays de bonne gouvernance. C'est mon ambition la plus grande et c'est avec ça que probablement je mourrai. C'est une ambition que je n'abandonnerai jamais. Que je sois simple citoyen, que je sois dans mon travail d'avocat, de défenseur des droits de l'homme, ou que je sois aux affaires demain pour être partie d'une gouvernance de ce pays, mon ambition, c'est que le Togo devienne un pays respectable et respecté. État de droit, démocratie, bonne gouvernance, la répartition équitable des ressources de ce pays, respect des plus humbles, le respect des droits de tout le monde, c'est ça que je considère qui doit permettre à notre pays de devenir l'ordre de l'humanité. Et tant que je ne peux pas faire ça, je ne participerai à rien. Ce n'est pas la peine. Merci, Maître Jean-Yves Degui. Cette émission tire à sa fin. On vous laisse l'opportunité de passer le mot de fin. Le mot de fin, j'en ai qu'un seul. C'est que les Togolais qui nous gouvernent, et ceux qui s'opposent à ceux qui nous gouvernent, comprennent que sans la mise en avant de l'intérêt général et la vue de cet intérêt général uniquement, notre pays va continuer de végéter. Mais je voudrais préciser quelque chose. Ce que nous semons aujourd'hui, nous le récolterons demain. Quel que soit ce que nous semons, nous le récolterons. Voilà.
Merci à Jean Yaovi Degli, je rappelle qu'il est avocat à la Cour. Il est président de l'association Bâtir le Togo, président du Fronçage. Merci à nos confrères Marc Beaufranc, eliteafrique.com, merci à Filmete Kouagbo, merci pour vos analyses riches ce matin. Mesdames, Messieurs, on vous remercie de nous avoir suivi. Talk Talk de ce lundi 5 septembre s'achève ainsi. La rediffusion c'est à 22h30 sur LCF, City FM et également sur le www.lcftogo.com. Mercredi, on se retrouve sûrement pour parler plus football avec la qualification miraculeuse du Togo hier pour la CAN 2017 au Gabon. Portez-vous bien et à très bientôt.